Bienvenue dans cette sixième capsule d'histoire. Après avoir étudié ensemble la démocratie athénienne, intéressons-nous maintenant à l'Empire romain. Qu'est-ce qu'un empire? Deux choses. D'abord, il y a un empereur qui domine le système politique avec beaucoup de pouvoir. Mais cela désigne aussi un vaste territoire. Nous sommes donc dans une situation très différente de celle d'Athènes. Pour autant, l'Empire romain héberge un certain nombre de citoyens, dont voici pour mémoire la définition. La cité concernée n'est autre que celle de Rome. Examinons un instant le cadre spatial. Vous trouverez une carte similaire, page 61 de votre manuel. Rome est le centre d'un territoire qui s'étend tout autour de la mer Méditerranée, ce qu'on appelle le bassin méditerranéen. C'est un territoire immense, au début du 1er siècle. L'Empire s'agrandit encore au 1er et au 2e siècle et atteint son apogée, c'est-à-dire son extension maximale, à la fin du 2e siècle. Remarquons ici qu'Athènes et l'Attique sont dominés par Rome à cette époque. Attardons-nous à présent sur le cadre chronologique à l'aide de la frise qui est située page 61 de votre manuel. Au début du 1er siècle, l'Empire est très récent. Il a été fondé par Auguste, le premier empereur. Pour les fans d'Astérix, c'est le fils adoptif de Jules César. Après une longue période de stabilité, l'Empire entre dans une crise politique, économique et sociale. L'époque étudiée s'étend donc de la mort d'Auguste vers 14 après Jésus-Christ à cette crise de l'Empire au cours du IIIe siècle. La problématique de ce chapitre sera la suivante: quelle est la conception romaine de la citoyenneté? On pourra ainsi comparer avec celle d'Athènes. Nous commençons par la façon d'être citoyen dans l'Empire romain. Et la première sous-partie concerne la hiérarchie des citoyens. Pour cela, voyons ensemble quels sont les différents types d'habitants de l'Empire romain. De la même façon qu'à Athènes, il est possible de le représenter sous forme d'une pyramide. En haut de cette pyramide viennent les honestiores, c'est-à-dire les gens honorables. Ils constituent l'élite économique, des gens fortunés qui peuvent exercer les fonctions politiques. Ensuite viennent les humiliores, ce que veut dire les personnes humbles, beaucoup moins aisées, beaucoup moins fortunées. Ils disposent néanmoins du droit de vote. En théorie, ils auraient le droit d'être élus, mais en fait, ils ne le sont pas. Après viennent les affranchis, c'est-à-dire que ce sont d'anciens esclaves qui ont été libérés par leur maître et qui disposent à ce titre du droit de vote. Eux n'ont jamais eu le droit d'être élus. Un peu plus loin, on trouve les pérégrins, qui sont des étrangers. Les étrangers ne sont pas citoyens romains. Cela correspond aux métèques à Athènes. Et enfin, les esclaves qui, comme à Athènes, n'ont aucun droit. Seules les trois premières catégories sont des catégories des citoyens. On remarque ici nettement les différences de droits entre les citoyens, qui dépendent directement du niveau de richesse de ces derniers. Ah, j'oubliais, nous pouvons aussi en déduire les conditions pour être citoyen. D'après ce que l'on voit ici, il faut être un homme, il faut être libre, et il faut être né de parents citoyens. Dans certains cas, si l'on n'a pas de parents citoyens, on peut être un esclave affranchi.